Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Un DOP, c'est toujours l'occasion de débattre de choix qui sont faits par une majorité. Donc il montre en toute transparence les choix financiers qui sont faits. Il permet aux élus présents, nous en l'occurrence, de dire quelque chose de ces choix, de les valider ou non, en tout cas de valider ou non les priorités qui sont prises par la majorité. Or cette année, le débat me semble légèrement différent. Différent parce qu'en effet, nous venons de vivre une séquence politique durant laquelle un ministre de la fonction publique s'est livré sciemment à une attaque en règle contre ceux-là même qu'il est censé défendre. Une séquence politique différente parce qu'un Premier ministre a d'abord proposé des coupes budgétaires intenables, ça a été rappelé ce matin, aux collectivités, avant de revenir en arrière, enfin, attendons de voir. Vous le dites dans le rapport que vous nous proposez, je vous cite, une fois n'est pas coutume, « Ce qui se joue n'est pas la défense d'une structure ou d'une strate de collectivité, mais la défense d'un modèle de solidarité et d'équilibre territorial. » Et je vous rejoins pleinement sur ce point. Nos services publics sont un atout. Ils sont regardés partout dans le monde avec envie et certains voudraient les défaire. La problématique pour les départements aujourd'hui est la suivante. Pour faire simple, les dépenses sociales sont en augmentation, et c'est le cœur même de dépenses d'un département. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État est gelée, et les départements n'ont finalement plus de levier fiscal à activer, et ils sont donc dépendants des dotations de l'État, ou bien, vous l'avez rappelé, des ventes immobilières par le biais des DMTO ou des contrats d'assurance souscrits par des habitants, etc., etc. La conclusion est donc simple, il faut trouver de l'argent public et la question est de savoir où on va le chercher. Les contraintes budgétaires que l'État veut faire porter en partie aux collectivités nous mettent donc tous dans des situations ubuesques. Dans tous les services de toutes les collectivités de France aujourd'hui, on n'est pas en train de se demander si on peut mettre en œuvre des politiques publiques pour lesquelles on est censé agir, et d'ailleurs, au passage, pour lesquelles des élus ont été élus, mais s'il est bien raisonnable d'allumer la lumière ou le chauffage dans le service. Le temps que nous vivons devrait être un temps de réflexion, un temps de refondation de ce que nous voulons vraiment. Dans quelle société voulons-nous vivre aujourd'hui? Sur quoi est-on prêt à faire des économies? Quels prélèvements supplémentaires allons-nous faire et sur qui doivent-ils peser? Il est trop facile de dire on n'augmente pas vos impôts. Regardez, regardez grâce à nous, regardez votre déclaration. Il est trop facile de dire ah non, on ne va pas augmenter certaines taxes comme les DMTO. C'est trop facile, parce que quand on supprime un impôt, on supprime toujours un morceau de service public. Et comme chacun sait, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Alors faisons de ce temps un moment dans lequel on réinterroge les Français sur notre système de société. Sortons collectivement de cette démagogie qui a laissé croire aux gens qu'ils gagnaient à jouer individuellement plutôt que collectivement, feuille d'impôt contre feuille d'impôt, alors que le fondement même de nos services publics, ce sont les deniers que nous mettons en commun. Quelle part de taxes voulons-nous attribuer à nouveau aux départements pour que ceux-ci soient en capacité d'agir? Toute collectivité doit avoir une marge de manœuvre financière, ou alors c'est l'État qui gère tout. Et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de collectivité, donc on n'a plus besoin d'élus, finalement, puisque la politique est la déclinaison de la volonté d'un seul, le fait du prince. Alors on peut imaginer un monde dans lequel tout est dématérialisé, où un seul décide, où toutes les tâches administratives sont traitées par de l'intelligence artificielle, où il n'est plus question de réfléchir, mais d'appliquer. Ah mais non, en fait, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est une dystopie ? Ou est-ce que c'est la société vers laquelle nous nous dirigeons actuellement? Alors oui, nous sommes confrontés à des injonctions parfois contradictoires de nos concitoyens, qui veulent à la fois plus de proximité, plus de vrais gens, tout en payant moins de taxes et moins d'impôts. Mais n'est-il pas temps de nous redire collectivement que oui, l'humain, ça coûte plus cher, mais que son apport dans l'application au quotidien de nos politiques publiques est incalculable?
La question, c'est finalement quels sont les besoins des citoyens, quelles solutions nous apportons, nous, élus, représentants du peuple, avec le concours des agents chargés de mettre en œuvre. Si on explique à nos concitoyens que les dépenses de certaines allocations qui pèsent sur les départements ont fortement augmenté, c'est parce que aussi elles sont liées à une revalorisation des salaires pour les personnels qui travaillent dans les établissements des services médico-sociaux ou encore liées à l'instauration d'un tarif plancher dans les services d'accompagnement d'aide à domicile dont bénéficient sans doute des personnes âgées dans leur famille. Alors tous seront d'accord pour dire que cette hausse était essentielle et que oui, elle a un coût. Si on explique que la prestation de compensation du handicap, la PCH, est une allocation qui a connu une forte accélération entre 2019 et 2023 parce que le nombre de bénéficiaires a augmenté. Qui remettra en question le fait que c'est une dépense nécessaire et donc un coût supplémentaire? Vous êtes président des départements de France, Monsieur le Président, et à ce titre, vous avez exprimé vos craintes suite aux annonces des coupes budgétaires. Vous l'avez fait, et Christophe Avena l'a rappelé, vous l'avez fait sans stigmatiser certaines parties de la population, et je vous en remercie, car d'autres ont cédé à la tentation du pire. On sait que le nombre d'enfants pris en charge par l'ASE a augmenté, et que donc les frais d'hébergement ont augmenté, et que donc, quoi? On devrait laisser les enfants maltraités chez eux? Certains, c'est ce que certains ont dit, c'est ce que certains ont laissé entendre durant cette séquence politique. Or, s'occuper des enfants pris en charge par l'ASE ou verser des aides sociales aux plus précaires, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est le cœur même d'action des départements et il est indigne de la part de certains élus d'avoir osé franchir cette ligne rouge, celle derrière laquelle on stigmatise, on trie et on fait périr. On ne peut accepter d'entendre ce type de propos caricaturaux et une fois de plus, je vous en remercie. Je vous remercie de ne pas les avoir tenus et de ne pas avoir participé à cette campagne démagogique qui ferait peser le poids des dépenses et donc des problèmes sur le dos des plus pauvres ou des plus en difficulté. Permettez-moi seulement de rappeler que, en France, si la fraude sociale représente 1 milliard et qu'elle doit être traitée avec exigence, la fraude fiscale représente 15 milliards d'euros. Le non-recours au RSA a augmenté de 10 points, passant de 26% en 2010 à 36% en 2023. Le Secours catholique alerte en estimant qu'un tiers des bénéficiaires potentiels n'ont pas recours à cause principalement des problèmes de dématérialisation. Alors arrêtons de dématérialiser à tout va, remettons des humains, remettons de l'humain pour ne pas augmenter la fracture sociale et rétablissons la confiance. Commençons par refaire confiance aux agents de la fonction publique qui défendent les services publics. Ce sont des citoyens qui sont engagés, qui ont une expertise de leur métier. Et plutôt que de leur demander de passer leur temps à évaluer leurs propres pratiques, permettons-leur simplement d'exercer leur métier et d'exercer leur expertise sur ce qu'ils font. On fera gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Monsieur le Président, nous ne sommes pas toujours d'accord dans cette Assemblée et c'est bien là la richesse d'une Assemblée d'élus. Mais puissions-nous ne jamais sombrer dans un discours de division où il n'y aurait que des mauvais choix. Quand certains utilisent la situation pour jouer sur du populisme, puissions-nous faire ensemble le pari de l'intelligence collective, du pragmatisme et de la dignité dans nos postures d'élus. La seule question à se poser et à mon sens à reposer à nos concitoyens est la suivante. Quel choix de société voulons-nous faire et quels sont les moyens dont on se dote pour y parvenir? Des propositions concrètes ont été faites par les différents départements réunis lors des assises des départements de France. Il faut les expliquer, ces propositions. Il faut les expliquer aux habitants des départements de France pour qu'ils comprennent que la solidarité est possible dans notre pays, sans stigmatisation ou dénigrement des uns ou des autres. Oui, la solidarité a un coût, mais que chacun
se souvienne qu'il en bénéficie chaque jour de cette solidarité, à travers l'usage qu'il a des services publics, routes, écoles, santé, sécurité et j'en passe. Et que ces services publics sont le contrat social sur lequel sont bâtis les fondations, les fondements de notre République. Alors à nous de les défendre et que le budget que vous allez nous proposer en décembre puisse répondre à cette exigence. Je vous remercie.